des mouchards. Donc là, on est devant le siège de l'Association internationale des travailleurs à la rue de la Corderie à Paris. Dans tout le cadre de ce travail, ce qui était intéressant, des fois problématique, c'est de retrouver les lieux exacts où chargés d'histoire sociale. Évidemment, il y a très peu de traces dans les rues de Paris, beaucoup d'endroits où il a fallu des recherches historiques importantes. Et bon, là, cette image, elle montre juste qu'on peut passer devant plein de bâtiments qui sont chargés d'une histoire sociale importante. Et donc, par exemple, ce bâtiment qui ressemble à pas grand-chose aujourd'hui dans un quartier parisien était le siège de l'Association internationale des travailleurs, donc la première internationale, et de toute une série de corporations ouvrières, et qui était un siège de vie politique très très important à la période qui précédait la Commune, mais aussi pendant les événements de la Commune de Paris. Il reste peu de contexte, donc c'était difficile à reconstruire. Donc voilà, c'est plus une image à lire qu'une image à voir. Là, on est devant la photo qui parle de l'exécution de Lecomte et Thomas, qui sont deux généraux de l'armée régulière. Ça se passe aux abords de la butte Montmartre. Et donc, tôt le matin, il y a eu une tentative de l'armée régulière de s'emparer des canons de la garde nationale parisienne. Et le général Lecomte ordonne de tirer sur la foule qui s'amasse aux alentours. Et là, tu as fraternisation entre la foule qui se mobilise pour protéger les canons et les soldats de la ligne, donc les soldats de l'armée régulière. Et ça se passe un peu plus loin, sur le côté de la butte Montmartre, pas loin d'un QG de la garde nationale. Et donc cette photo représente c'est le sort malheureux, mais à lire dans un certain contexte de ces deux généraux qui se feront fusiller par les soldats de l'armée régulière qui se sont en fait rebellés, qui ont tourné leurs fusils contre leurs propres généraux. En fait, c'est le seul crime imputable aux communards. Alors, c'est pas les communards eux-mêmes parce que la commune n'est pas encore proclamée, c'est dans le cadre de l'insurrection du 18 mars. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire, ok, on peut pleurer la mort d'un homme, mais le monde politique réactionnaire et bourgeois les a mis, les a dressés en martyrs, alors que ces deux mêmes personnages étaient prêts à liquider des dizaines et des dizaines de personnes si l'armée régulière avait tiré sur la foule. Et donc c'est toujours à remettre dans un contexte particulier. Voilà. Puis sur la photo, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup discuté avec Thibaut, il y a des gravures d'époque, je laisse peut-être expliquer ça. Il y a des gravures qui sont fausses, ce qui est amusant. Après, c'est des gravures, c'est pas une photo, mais ce qui est intéressant, c'est que les gravures représentent les deux personnages se faire fusiller en même temps. Et c'est seulement après que le dessin était terminé d'ailleurs, on s'est rendu compte que, d'après lecture, que ces gravures représentaient une version modifiée et qu'en fait ils s'étaient fait fusiller les uns après les autres. Et donc il a fallu déplacer et réhabiller un des deux personnages qui en plus n'était pas censé avoir été arrêté dans son costume de général. Ici on est devant le Quai d'Orsay, donc en gros aujourd'hui c'est le siège du ministère des Affaires étrangères. Bon, à l'époque c'était Thiers, donc Adolphe Thiers qui est le président du conseil à l'époque de la Commune, de la proclamation de la Commune, avait son siège. Et donc suite à l'insurrection du 18 mars, en fait les officiels, le gouvernement officiel panique et se retrouve dans un Paris qui de facto voit ériger des centaines de barricades, fraternisation partout dans la ville, etc. Et donc du coup, en milieu d'après-midi, je pense, Thiers ordonne à l'administration et à son gouvernement de se retirer sur Versailles, qui symboliquement avait une certaine signification pour la population parisienne, étant la ville des rois, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que Thiers, qui se retrouve en fait avec un seul bataillon de l'armée régulière qui lui reste fidèle, il l'affecte à sa garde personnelle autour du Quai d'Orsay et escorté et protégé par ses hommes, il s'enfuit vers Versailles en fin de journée. Et bon, du coup, là-dessus, on a beaucoup rigolé parce que dans les récits de l'époque, ils expliquent qu'ils s'enfuient par une porte dérobée du Quai d'Orsay. On a essayé, évidemment, on n'est pas sûr que c'est cette porte-là de laquelle il est sorti, mais on a remis ça en scène et Thibaut a dessiné Thiers dans une position que je trouve assez rigolote. Voilà, je ne sais pas si...
Non, je peux juste dire que, effectivement, vu que lâcheté est un peu caricaturale, je suis parti d'un dessin de Tex Avery pour le faire. Alors il n'est pas très naturel, mais on s'en fout parce que voilà, c'est tout ce qu'il mérite. Cette photo représente une anecdote assez atroce. Donc c'est ce qui s'est passé pour Flourens, qui est un militant révolutionnaire assez connu en France à l'époque. La colonne est en déroute, comme la plupart des autres colonnes fédérées, et lui refuse en fait de battre retraite. Il se retrouve sur un quai de la Seine, quoi. Et avec son ami Cipriani, qui est un autre militant italien, il décide de rentrer dans une auberge, de prendre une chambre et de s'installer, alors qu'on a les forces versaillaises qui marchent sur lui. Et en fait, très rapidement, il est dénoncé, et t'as un cavalier de gendarmerie et sa troupe qui arrivent, qui le font descendre, qui tabassent Cipriani qui essaie de se défendre. Et Flourens se fait exécuter à coups de sabre en pleine tête. Mais ce qui est assez interpellant dans l'anecdote en elle-même, c'est qu'en fait, limite, on a l'impression qu'il a choisi d'aller à la mort et de se dire bon, moi je rentre pas à Paris suite à cette défaite. Voilà. Thiers et le gouvernement font enfermer Blanqui, font arrêter et enfermer Blanqui la veille de l'insurrection, en fait le 17 mars. Blanqui, qui est un révolutionnaire français très connu à l'époque et qui a d'ailleurs passé les 2 tiers de sa vie en prison pour ses idées et ses actions. Et donc ils font réouvrir le fort du Taureau, qui était une prison qui était fermée, juste pour enfermer Blanqui et le tenir comme ça pendant plusieurs mois sous la garde de 20 personnes, 20 militaires, quoi. Et ce qui est aussi assez interpellant, c'est que les communards essayent par différentes manières de faire libérer Blanqui, ce que le gouvernement refusera. Et je pense que la dernière proposition, c'était d'échanger Blanqui contre 80 otages qu'avaient pris les communards. Et même à ce prix-là, le gouvernement a refusé systématiquement sa libération, de peur, dans les mots de certains, de donner un chef ou un représentant avec une certaine expérience à la Commune de Paris. Je viens de parler rapidement de cette photo-là et de ce dessin, qui est un dessin de Manu aussi, qui représente les derniers combats au Père-Lachaise. Donc après une semaine d'affrontements assez brutaux dans toute la ville et de tentatives de protéger les quartiers parisiens, les derniers fédérés se retrouvent acculés dans le cimetière du Père-Lachaise, où se mèneront parmi les derniers affrontements de cette semaine sanglante. Et là par contre ça a été assez intéressant parce que comme pour la plupart des photos, on avait des sources historiques, des récits où on avait des bouts d'adresses, etc. Et pour celle-là, il y a une gravure qui représente ces affrontements, ces derniers affrontements dans le Père-Lachaise qui se sont finis quasi à l'arme blanche, au corps à corps. Et la gravure d'époque représente assez précisément cette scène-là. En fait, en gros, nous, on a reproduit plutôt, Manu a reproduit les éléments de la gravure d'époque, qui est une des photos, des illustrations, pardon, que beaucoup de gens ont déjà pu voir sur ces affrontements de la fin de la semaine sanglante. Du coup là on est devant le bâtiment rue Mira 80 à Paris, qui est un bâtiment qui existe toujours et dans lequel, comme des centaines et des milliers de personnes, Eugène Pottier s'est caché. Eugène Pottier, c'est un communard et pendant son temps dans ce bâtiment caché dans le grenier, il écrira les paroles de l'Internationale, chant bien connu du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste international. Et donc, alors qu'on vient de vivre une des répressions les plus brutales du mouvement ouvrier en France, voire en Europe à l'époque, il trouve l'énergie d'écrire un chant qui appelle à la lutte, à la continuation de la lutte, ce que je trouve particulièrement assez beau et assez interpellant. Et du coup, la petite anecdote aussi, c'est que nous, on connaît l'Internationale
avec une certaine musique. Potier, lui, a écrit ses textes sur la musique de la Marseillaise. Et donc Potier n'entendra jamais l'Internationale telle que nous on la connaît aujourd'hui. Et ce sera d'ailleurs un militant belge, un militant ouvrier belge, Pierre de Gater, qui le mettra en musique bien plus tard. Je rajoutais que pour le gag, ce qui est amusant, c'est que pour représenter des caricatures, Karim ou Sixtine me fournissait un peu de matériel image, et donc Karim m'avait envoyé l'image me disant c'est Potier, c'est lui que tu peux mettre sur ton dessin. Et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un doute, donc je l'ai cherché en fait, il s'agissait de Gater, et ça aurait été rigolo d'ailleurs d'avoir cette erreur dans le truc. Après il y a un autre gag aussi, c'est que normalement ça n'a pas lieu d'être, mais le Versaillais qui passe là, en sifflotant, sifflote l'Internationale. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous.